Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette grande première. On était à l'émission de Penelope McQuaid lundi et à la fin de l'émission, en conclusion, j'ai dit « Gens du pays, c'est à votre tour de nous laisser parler d'amour pour la francophonie ». Je parlais de nous réunir en tant que francophones sous une grande famille franco-canadienne. Aujourd'hui, j'ai voulu chercher des intervenants partout au Canada, des Franco-Canadiens de chaque province pour leur poser une question. Et ça a amené à cette émission ici qui s'appelle « À votre tour ». On veut donner la parole à les francophones de partout. La bannière qu'on vous présente aujourd'hui a été créée par Mark Kellen Bishop Illustration. C'est un artiste franco-ontarien extraordinaire. Il fait plein d'œuvres partout. Il nous a créé ces belles bannières qui met au micro la voix et on voit tous les drapeaux en dessous de plein de monde au Canada. Puis l'objectif, c'est de poser une question puis d'avoir des segments de plusieurs types de personnes, de personnes engagées dans la francophonie canadienne pour entendre parler. Aujourd'hui, avec moi ce soir, j'ai Suzanne Robillard. Elle vient de Victoria, en Colombie-Britannique. J'ai Félix Desmond-Trudel, qui est à Toronto aujourd'hui, en Ontario. J'ai Dylan Orr, qui vient de Toronto. J'ai Isabelle Clich, qui vient de Calgary, en Alberta. J'ai Pablo Manson-Donval, qui vient de Ottawa. Et finalement, j'ai Annie Desjardins, qui est acadienne, qui vient de Moncton. On a 3 segments à vous présenter ce soir. On a la partie plus des linguistes. Là, il y a 2 différents types de linguistes qu'on a ce soir. Je vais leur expliquer c'est quel type. On a 2 artistes du théâtre, du multidisciplinaire qui vont parler avec nous ce soir. Et finalement, j'ai 2 jeunes engagés qui ont 2 parcours différents qui vont venir nous parler de politique, de philosophie et en fait d'études médiatiques. Donc, c'est avec qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les journalistes, avec qu'est-ce qui se passe avec le segment Tout le monde en parle, avec le documentaire. On va voir ensemble plutôt nos réflexions à qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir maintenant. On a eu beaucoup de différentes réactions, des articles, des journaux, de la télé. On n'a sans doute pas fini d'entendre parler de qu'est-ce qui s'est passé à Tout le monde en parle. Ensemble, j'aimerais poser une question et d'aller de l'avant maintenant. Ce soir sera en fait un mot-clic à votre tour, de nous laisser parler de la question suivante. Devrions-nous nous soucier de la qualité de la langue parlée en contexte minoritaire? Je réalise cette émission ce soir avec François Desormeaux à Ottawa. Je pense qu'on peut commencer l'émission. J'aimerais demander à les 2 premiers segments de venir se présenter un à la fois. On va commencer avec Suzanne Robillard qui vient de Victoria. Bonsoir. Bonsoir, William, et bonsoir à tous les autres intervenants. Fait que moi, c'est Suzanne Robillard. Je suis une franco-britanno-colombienne de 3e génération. Fait que ça veut dire que mon papa est aussi franco-britanno-colombien. Puis moi, j'ai grandi parlant français à Victoria. Puis l'expérience m'a tellement marquée que j'ai décidé d'étudier ça pendant toute ma vie. Fait que là, à ce temps, je suis sociolinguiste, doctorante finissante à l'Université d'Ottawa. Mais j'habite à Victoria. Puis le focus d'un sociolinguiste variationniste, c'est d'étudier comment la langue fonctionne et comment elle varie et qu'est-ce qui pourrait motiver cette variation-là. On se penche aussi sur des questions de la qualité d'une langue. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité d'une langue? Et donc, je suis en mesure de répondre à la question, est-ce qu'on devrait se soucier de la qualité de la langue? Puis c'est emphatically non, pas du tout. Vraiment pas. Ouais. Fait que c'est ça. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci pour la présentation, le côté familial, les racines. C'est important dans notre question ce soir de langue. Finalement, est-ce qu'on pourrait dire bonsoir à Félix de Toronto? Oui, salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir William, les intervenants, tous les gens qui écoutent ce soir. Je suis très content d'être là. Donc, c'est ça, comme tu as dit un petit peu plus tôt, William, moi, je suis linguiste également, mais une sorte un petit peu différente de linguiste que de celle de Suzanne. Dans le fond, moi, je suis psycholinguiste, donc je m'intéresse plus à la psychologie qui est derrière le langage. Hein. Dans le fond, comment est-ce qu'on apprend à parler,
comment est-ce qu'on devient bon pour parler une langue, à quel point est-ce qu'on doit être bon pour être considéré francophone versus anglophone versus bilingue. Donc, c'est toutes des questions qui m'intéressent un petit peu plus dans le cadre de mon travail. Plus personnellement, je fais mon petit bout de chemin d'est en ouest. Donc, je suis originaire de la ville de Québec. J'ai déménagé à Ottawa pour étudier. Donc, j'ai fait un doctorat en linguistique là-bas. Et j'habite aujourd'hui à Toronto, mais je travaille à London, qui est dans le sud-ouest ontarien, à l'Université Western. Donc, c'est là que je concentre mes recherches. Et en fait, c'est ça, mon travail, c'est essentiellement de travailler avec une population majoritairement anglophone et de regarder comment est-ce qu'eux, ils apprennent le français. Donc, j'ai toujours travaillé sur le français depuis quelques années, surtout avec des anglophones, étant dans la région d'Ottawa, qui est une région très bilingue, et depuis quelques années à Western, à London, qui est une région qui a quand même une communauté francophone. Ils sont là, mais qui est une communauté surtout monolingue anglophone. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour améliorer les techniques d'enseignement du français, par exemple, dans les programmes d'immersion dans les écoles, tout ça. Donc, c'est un peu ce que je fais présentement. Oui, on est très chanceux d'avoir nos deux linguistes ce soir. Là, on comprend qu'avec Suzanne, on parle plus de variation, une sociolinguiste. On voit avec Félix qu'on voit plus la psychologie du côté linguistique. Ce soir, est-ce qu'on pourrait mettre peut-être vous deux ensemble pour parler de la question suivante? Puis maintenant, à ce point-ci, je vous inviterais vraiment de vous lancer dans vos réflexions. J'aimerais lancer la discussion de la soirée. Donc, pour vous deux, est-ce qu'on devrait se soucier de la qualité de la langue parlée en contexte minoritaire? C'est à vous de commencer. Allons-y. Yeah. Moi, je peux prendre la relève ici. Je me soucie de mon français dans un sens que je souffre d'insécurité linguistique, mais je sais du point de vue intellectuel que je ne devrais pas. Que le concept de qualité d'une langue, c'est quelque chose de social ou de politique qu'on supérimpose par-dessus la façon de parler des gens. Fait que si je vous donne un exemple, quelqu'un qui parle anglais, qui utilise un accent qui omet le R, par exemple, comme en Angleterre, il va être mieux perçu que quelqu'un qui fait exactement la même chose avec son R, qui le omet, mais à New York ou à Boston. Fait que si je dis « park the car » à Boston, c'est mal vu, tandis que si je dis « park the car » en Angleterre, c'est bien vu. Exactement la même structure linguistique, deux superimpositions sociales entièrement différentes. Je ne sais pas, Félix, si tu as une réaction psycho là-dessus? Ou... En fait, oui, dans le sens où, pour reprendre un peu la balle au rebond pour ce que tu viens de dire, c'est que cette variation-là, ça dépend d'où on est, puis les autorités qui décident qu'on va bien parler ou qu'on va mal parler, si je mets un R ou pas à la fin, ou si je dis toi ou toi en français canadien versus en français plus européen, mais c'est quelque chose qui est complètement arbitraire. Hein. On le sait que c'est très, très bien documenté là, dans toutes les recherches en linguistique historique sur le français, que la prononciation « wa » pour toi ou « roi » ou « moi », c'était, avant la Révolution française, quelque chose qui était de bas étage, là, qui était très, très, très mal vu de parler comme ça. Les gens à la cour, le roi de France, c'était des gens qui disaient « moi » puis « toi ». Puis quand le peuple a pris le pouvoir pendant la Révolution française, ils ont coupé la tête de tous les rois français, puis ils ont dit « nous, on va parler avec la langue du peuple parce que c'est nous, le peuple, puis c'est nous qui allons décider du futur des institutions françaises. » Donc, c'est un événement, c'est juste un exemple pour donner... mais Félix, je vais sauter sur ça pour dire, quand on étudie la grammaire au fil des siècles, on voit exactement la même chose que tu viens de décrire. On voit les grammairiens qui essayent de dire une chose, puis le peuple, il fait ce que le peuple, il fait, il choisit sa façon de parler, puis là, dans une couple de décennies, paf, là, les grammaires vont dire « Ah, OK, finalement, I guess que ça va », puis là, ils vont l'écrire dans le livre de grammaire, puis tout d'un coup, ça va, puis ça continue comme ça au fil des siècles. Puis c'est la classe sociale des gens. C'est entièrement la classe sociale des gens qui utilisent une forme qui fait en sorte qu'elle est acceptable ou pas.
Peut-être pour rentrer ici, moi je serais curieux côté linguistique, on dirait qu'on a une difficulté à comprendre la différence entre les expressions, le joual et les accents. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ça? Il y a une grande différence entre les accents et, mettons, le joual d'une région. Oui, tout à fait. Moi, je vais te relancer la question juste pour comme rajouter un niveau de complexité à tout ça. Qu'est-ce que c'est que de parler une langue? Okay? Parce que moi, le français, je le lis, je l'écris, je le parle, puis je le comprends, puis je le gesticule des fois, j'ai des émotions en français, puis je rêve en français, puis j'ai des relations sociales en français aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que de parler une langue? Donc, non seulement quand des gens vont critiquer la qualité de la langue, par exemple, ils vont critiquer « Ah, les jeunes, ils parlent mal » ou « Ah, les gens qui sont en dehors de Paris, ils parlent mal ». Mais à l'écriture, est-ce qu'ils se sont penchés un petit peu sur la qualité du français, sur la qualité, si même la qualité du français existe, là, si on s'entend là-dessus, mais est-ce qu'ils se sont penchés sur les autres compétences? Est-ce que c'est des gens qui comprennent plus? Parce que moi, quand je vais à Paris et que je parle avec mon accent québécois, ils ne me comprennent pas aussi bien que moi, je les comprends. Fait que qu'est-ce qui fait que mon français à moi serait moins bon si moi, je comprends plus de choses qu'eux autres? C'est une exagération que je fais, c'est pas tout à fait ça, là, mais il faut prendre toutes ces variables-là en considération quand on parle de qualité de langue, à mon avis. Suzanne, je sais pas. J'allais dire, ce que je peux rejoindre un peu là-dessus, c'est que une langue, c'est un ensemble de règles, mais c'est pas des règles comme qui sont écrites dans Becherel ou dans Grevis. Okay? Ça, ce sont des règles arbitraires superimposées par-dessus la langue parlée. La langue parlée, elle aussi, elle a des règles. Puis c'est en faisant une sociolinguistique variationniste qu'on peut cibler, qu'on peut découvrir ces règles-là qui sont tout à fait universelles dans le langage. Tous les langages ont ce genre de règles. Mais l'affaire, c'est que ces règles-là, on ne les enseigne pas à l'école. Elles ne sont pas codifiées, elles ne sont pas écrites dans un livre. C'est juste un instinct en tant que locuteur natif qu'on a de dire, par exemple, si moi je disais « j'ai allé » ou « j'ai arrivé », il y a beaucoup de locuteurs natifs du français qui feraient « ah, ça sonne mal ». Mais là, si je disais « j'ai arrivé » en Acadie, ça serait peut-être correct parce qu'eux, ils utilisent beaucoup plus le verbe avoir dans ces contextes-là. Ce sont deux ensembles de règles communautaires différentes. Hein? Fait que ce qu'on sait, grâce à la sociolinguistique variationniste, c'est que les Français de basse qualité que les gens parlent, ils sont gouvernés par des règles, tout comme des Français de haute qualité, c'est juste des règles différentes. Ce sont des règles qui sont gérées par le peuple. Ouais. Si je peux me permettre vas-y, Félix. Encore une fois. Une dernière intervention. Vas-y, Félix. Oui, c'est ça. Parce que, Suzanne, tu parles un petit peu d'apprentissage puis de règles qu'on apprend puis qu'on intègre. Puis les règles de grammaire de Grévis puis des grands dictionnaires puis de l'Académie française, c'est quelque chose qu'on commence à apprendre très tard dans la vie. Hein? Exact. Donc, vers l'âge, mettons, de 8, 9, 10 ans qu'on commence, mais à l'âge de 9 ans, là, un enfant est capable de parler. Un enfant est capable de lire, est capable d'écrire, capable de faire plein de choses. Une langue, on commence à l'apprendre quand on a 0 jours. Okay? Donc, on ne peut pas imposer à un enfant de 2 ans la qualité grammarienne de langue qu'on s'attendrait d'avoir de lui parce que l'enfant, il commence à apprendre beaucoup plus tôt sa langue. Donc, take home message, c'est d'être ouvert et de juste prendre toute cette variation-là dans les règles qu'on peut voir, puis de l'apprécier, de l'embrasser, puis de voir la qualité là-dedans, justement. Ben oui. Puis c'est drôle parce que hier soir, après avoir écouté plusieurs entrevues, après avoir lu plusieurs articles au sujet de l'émission de dimanche, moi et 2 de mes collègues du laboratoire de sociolinguistique, on s'est décidé, regarde, on va donc transcrire les paroles de Mme Bombardier, puis on va faire une petite analyse variationniste là-dessus, juste parce qu'on est nerdy comme ça, pour voir à quel point elle obéit les règles communautaires du français laurentien qu'elle parle. Puis, what do you know? Elle obéit les règles communautaires du français laurentien qu'elle parle. Fait que même une prescriptiviste, une puriste,
du langage et pas capable de suivre ses propres règles. Non, parce que puis c'est normal. On peut pas lui en vouloir parce que c'est comme ça que le langage fonctionne. Mais d'être aveugle à ça, d'être complètement... elle n'est pas au courant du fait qu'elle suit ces règles-là. Par exemple, pour des phrases négatives en français, on doit mettre, selon les règles prescriptives, le ne et le pas, hein, les deux éléments. Mais à l'oral, plus que la moitié du fois, plus que le trois quarts du fois, on omet le ne. Tout le monde le fait. Tout le monde à travers la francophonie canadienne le fait. Madame Bombardier, c'est pas une exception, même si dans la grammaire, on est censé, dans le fond, mettre le ne. Ça démontre la puissance des normes communautaires. On n'est même pas au courant qu'on le fait, mais on fait tous exactement cette même chose-là. Fait que, c'est une super belle réflexion. Merci. Ça, c'est une partie comme universitaire qui est très intéressante pour tout le monde d'étudier son langage aussi. C'est fort. Je trouve que, peut-être pour terminer ce segment, quand on est jeune, moi, je ne suis pas un linguiste pour quoi que ce soit, je ne suis pas un professionnel du tout, mais moi, l'exemple que moi, je viens à cœur, c'est quand on est jeune, on dit que c'est fafa. Quand on évolue au secondaire, on peut voir le beau mot, le facile. Puis quand on arrive à un âge adulte, pour moi, je pense que tu retrouves un amour pour avoir un bon niveau de langue, d'avoir un niveau de langue qui t'apprend un amour pour les mots, pour faire des phrases, pour bien t'exprimer. Donc, tu sais, je pense que si c'est au secondaire, au collège ou à l'université, on n'a pas le meilleur langage public, c'est pas parfait. Mais c'est correct parce que tu vas évoluer là-dedans. Je trouve que c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre de l'avant. Il faut que nos jeunes ne s'occupent pas trop de cette perfection. Non, et s'ils veulent, hein, c'est le choix individuel. Si on fait le choix d'améliorer notre langage, que ce soit un choix personnel. Moi, j'en veux pas à celui qui utilise des anglicismes. Je veux pas que lui, il m'en veut pour utiliser des anglicismes non plus, parce que c'est comme ça que je parle, moi. C'est comme ça que je parle, puis du point de vue linguistique, il n'y a rien de mal avec ça. Je suis bilingue. C'est excellent comme discussion. Merci à vous deux, à Félix et à Suzanne, d'avoir permis cette discussion-là dans le côté linguistique. On va passer au prochain segment, mais pour les personnes qui nous regardent en live, si vous voulez poser des questions pendant la discussion, moi, je vais aller les rattraper et je vais leur relancer à la fin. On va clore le segment linguistique. Merci donc à Suzanne et à Félix d'avoir participé ce soir. La question pour ceux qui nous suivent sur Facebook de ce soir, on pose à plusieurs intervenants, devrions-nous nous soucier de la qualité de la langue parlée en contexte minoritaire? Et maintenant, ça va être autour de deux artistes, un qui vient de Toronto et un qui vient de Calgary. J'aimerais qu'on rencontre les deux prochains intervenants. Ils nous viennent de différents milieux artistiques. Donc, on voit vraiment le côté de théâtre, qu'on va voir la mise en scène, l'auteur derrière notre invité Dylan Orr. Et on va aussi voir le côté plus pluridisciplinaire du côté de la pratique artistique d'Isabelle Clich. On peut partir là-bas. Dylan, est-ce que tu pourrais te présenter et donner un peu une mise en contexte de qui tu es? C'est quoi ta pratique artistique? Oui, salut, je m'appelle Dylan Orr. Je suis un fier franco-ontarien de naissance. Et comme Suzanne disait, moi, je suis la 12e génération. Je suis originaire de Whitehorse, qui est vraiment la première région de l'Ontario français. Je suis metteur en scène, auteur et parfois acteur. Et j'ai la chance de travailler uniquement en français en Ontario à temps plein. C'est ce que je fais de ma vie. Je me promène partout dans les écoles, dans les théâtres communautaires, dans les théâtres professionnels et j'adore ce que je fais. Excellent, ça c'est une introduction. Merci Dylan, merci beaucoup. On va poursuivre à une introduction d'Isabelle. On va la rencontrer. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Moi, je suis Isabelle Clich, originaire de la ville de Québec. Ça fait 16 ans que je suis en Alberta. Je suis très fière de dire que je suis la première génération de la famille. Yay! Mais j'ai 3 enfants francophones dans le système scolaire, francophones, artiste multidisciplinaire. Je suis clown, magicienne, humoriste, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, artiste de ballon, maquilleur. Je fais vraiment plein de choses, mais je me promène principalement dans les écoles, dans les festivals, au niveau jeunesse. Donc, moi, c'est de la petite enfance
élémentaire, aussi du secondaire avec des conférences. Mais c'est francophonie ou immersion jeunesse. C'est ça ma spécialité. Merci à deux. Maintenant qu'on comprend avec qui qu'on a affaire ce soir, nos deux artistes pour le segment de maintenant, dans le fond, j'aimerais mettre en lien les deux. J'aimerais qu'on aborde la question suivante et après, je vous donne la parole. C'est à vous de voir qui aimerait partir le bal. Dylan et Isabelle, devrions-nous nous soucier de la qualité de la langue parlée en contexte minoritaire? Pas du tout. Pas de distance. Les deux disent non. Allons-y. Peut-être Dylan, parle-nous ça. Moi, je dis souvent en tant qu'artiste, ma job, c'est de regarder, puis d'écouter le monde, puis de remettre tout ça en question. Puis quand je me promène en Ontario français, ce que je fais souvent, je vois souvent deux réalités. Il y a le français que j'entends dans nos écoles, quand je vais à la rencontre de nos communautés, le français que j'entends dans le Tim Hortons, de Kapuskasing ou de Tecumseh ou de Toronto ou de je sais pas où, là, mais un français qui est plein de régionalisme, plein d'anglicisme, plein de calques, plein de ces beaux mots-là, mais je ne suis pas linguiste, je ne les connais pas. Et je trouve ça un français magnifique qu'on n'entend pas plus souvent par, je veux dire, nos dirigeants. Parce que l'autre français qu'on entend, c'est le français de nos élus. Puis là, je suis dans le sens que je parle des dirigeants de nos institutions, la majorité, je veux dire, de nos animateurs, animatrices télé, radio, et en fait de nos artistes aussi. Et j'en fais partie de ces élus-là. Moi, quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa à 18 ans, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Hi, on va te mettre dans un cours de diction tout de suite parce que tu parles donc bien mal. » Aujourd'hui, je parle bien, donc je peux avoir de la job, je peux avoir de la visibilité, je peux parler à Radio-Canada. Mais c'est complètement absurde. Ces jeunes-là qui écoutent Radio-Canada aujourd'hui, ils n'entendent pas leur accent. Ils n'entendent pas leur accent quand des artistes de l'Ontario français viennent chez eux faire des pièces. Et c'est ça qui fait qu'ils vont perdre tout ce travail-là. Et je trouve ça complètement dommage qu'on a cette façon de fonctionner. Je comprends parce qu'on veut bien parler, puis on veut aussi, en tant que franco-ontarien, en tant qu'artiste francophone, se propulser vers le national, vers l'international. Et pour ce faire, il faut bien parler. Mais je travaille en ce moment sur un spectacle qui se passe à North Bay, à Sudbury, puis on s'en va travailler la langue de ce coin-là, du lac Nipissing, et de comment ça parle et comment ça finit des phrases avec deux des fois, puis ça roule vraiment des airs. Puis, je vais finir en disant, tu sais, je trouve que quand ça vient le temps d'agir, on se tourne rarement vers la personne qui roule trop ses R, qui prononce ses H et qui dit supporter à place d'appuyer. Ben, c'est un excellent début. Merci, Dylan. Merci d'avoir apporté cette perspective d'artiste concrètement. Puis, j'aimerais voir, Isabelle, là, toi, tu travailles plus avec les jeunes. C'est quoi? Ouais. Comment est-ce que toi, tu réagis à cette question-là? Bien, en fait, moi, je me dis, tant que le message passe, c'est certain que quand je fais des spectacles, moi, comme c'est des jeunes, je dois utiliser un vocabulaire qui est simple, qui est des mots faciles. Mais c'est certain qu'il va falloir que j'utilise des mots en anglais parce qu'ils ne comprennent pas tout. La majorité des enfants avec lesquels que je travaille, moi, c'est leur deuxième, c'est leur troisième langue souvent. Dans leur tête, là, à 4, 5, 8 ans, les mots se mélangent. Ils savent une pomme, c'est une pomme. Mais un apple aussi, c'est une pomme. Puis ils ne savent pas la différence. Ils ont appris le mot. Et tant qu'ils me disent ce qu'ils veulent, ou, quand je fais de la magie, c'est pas compliqué. Je vais parler avec mes mots, je vais parler avec mon corps, je vais parler avec mes accessoires. Tout ça communique un message. Fait que moi qui me répondent yes, go, ben ça fonctionne. On a communiqué. On est sur le même chemin, puis on veut la même affaire. Puis mon objectif, en bout de ligne, c'est qu'ils veulent continuer en français. C'est qu'ils veulent continuer d'apprendre, puis qu'ils veulent le faire du mieux possible, puis le plus longtemps possible. Donc, je choisis mes mots. Je choisis les mots que j'utilise en français. Je choisis les mots que j'utilise en anglais pour que ça soit, pour les jeunes spectateurs, la meilleure expérience possible. Ouais, je pense qu'avec tout mon parcours avec le réveil, qu'est-ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment le lien entre les artistes comme vous et les jeunes. Je pense pas que c'est vraiment en essayant de montrer l'amour des mots. C'est une belle manière de le faire. Il y a certains jeunes qui accrochent dans la poésie, dans le slam. Mais moi, c'est vraiment avec la culture, les arts que je les accroche. C'est quoi pour vous autres, peut-être une première expérience que vous avez eue avec
les arts qui ont fait en sorte que vous êtes pensé, ah, c'est ça un artiste francophone, c'est ça que ça fait en tant que francophone de voir quelque chose en français. Ben écoute, moi je peux entièrement affirmer que je fais ce que je fais aujourd'hui à cause des théâtres comme La Catapulte comme Vox Théâtre, qui sont des compagnies qui se consacrent à la jeunesse, en fait au public jeunesse et adolescent, parce que entre nous, on se dit souvent que la moitié de notre public est dans les écoles. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de shows jeunesse. C'est facile à exporter, c'est facile à tourner. Puis je peux dire que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai eu accès à ces artistes-là très, très jeunes. J'ai fait, je savais même pas que ça se pouvait. C'est sûr que si je venais d'une région plus francophone, entre guillemets, comme Ottawa, j'aurais plus eu accès à ça. Mais chez nous, si j'entendais le français à l'épicerie, c'est parce que c'était ma tante ou quelqu'un avec qui j'allais à l'église. Ça arrêtait là. Puis dans ton cas, Isabelle... moi, je viens de la ville de Québec, puis je suis bilingue depuis l'âge de 14 ans. Donc, moi, j'étais une francophone qui a appris l'anglais. Puis maintenant, je suis artiste à temps plein parce que je spécialise dans le francophone. Je suis à l'extérieur de ma province, je joue partout au Canada. J'ai été à Winnipeg, à Regina, Saskatchewan, je m'en vais au territoire du Nord-Ouest et tout ça, c'est à cause de mon français. C'est pas à cause de mes belles robes puis de ma magie. C'est parce que j'ai une attitude positive, puis je parle en français, puis je veux que les enfants continuent de le faire. Donc, ça a un effet boule de neige, puis c'est ce qui me permet de voyager. Puis être artiste temps plein, là, en 2019, c'est incroyable. Quelque chose quand même. C'est un privilège. Yeah, c'est un privilège. Merci à tout le monde. Puis oui, les écoles, c'est important de les supporter. Il faut leur montrer de l'art de qualité avec des mots de qualité. C'est important. Puis, est-ce qu'on peut peut-être juste donner une conclusion? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter avant qu'on passe au prochain segment? Chacun d'entre vous? On French tellement mieux en français. Merci, Isabelle. Dylan, mot de sagesse pour finir, si tu veux. C'est un spectacle jeune public sans parole et on avait tellement de misère à vendre ce show-là, surtout au Québec, parce que le Québec disait hey, vous êtes franco-ontarien puis vous parlez même pas. Mais nous, on se voulait tellement ouvert sur le monde, on voulait que ce soit un spectacle qui est pour les petits à 4 ans, qui est avec des marionnettes, puis du théâtre d'objets, puis tout ça, avec de la musique. Mais parce qu'il n'y avait pas de parole, on avait de la misère à vendre ce spectacle-là. Alors, je vous dirais, vive notre langue et vive toutes les façons qu'on parle, puis mettons ça de l'avant. On peut-tu? Ouais. Je pense que c'est très vrai. Merci, Dylan Orr et Isabelle Clis de nous avoir parlé et d'avoir fait le segment des arts de la culture ce soir. Je pense que ça serait bien aussi qu'on reconnaisse des artistes hors Québec à un même niveau. On a des artistes qui ont un talent incroyable, qui amènent la qualité super. Si on peut avoir juste un moment pour reconnaître nos artistes qui sont dans ces provinces et territoires-là, je pense que ça vaut la peine de les saluer. Ils ont des projets, des EP, des albums, des pièces, des livres qui sortent à travers toute l'année. Juste de suivre les réseaux sociaux, d'aller les voir, de leur donner un j'aime, de partager leur contenu pour se faire entendre. Je pense que c'est important pour tout le monde de reconnaître des artistes franco-canadiens. Donc, ça finirait notre segment en or. Merci à vous deux. Ce soir aussi, on a 2 jeunes que je voulais donner la parole. On a Pablo Amansan-Dolval et Annie Desjardins. Ils viennent d'Ottawa et de Moncton. Les deux, ils ont vécu dans différentes provinces. Donc, j'aimerais juste commencer à leur donner la parole. Pablo, si tu pourrais juste te présenter. Puis, vu qu'on est dans les sujets jeunesse, est-ce que tu peux me parler de c'était comment l'élémentaire secondaire dans ta région, dans ton segment de présentation, s'il vous plaît? Super. Je m'appelle Pablo, je suis ancien président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et mon temps, premièrement, mon école élémentaire, la majorité c'était à Montréal, mais lorsque je suis déménagé à Ottawa, c'est vraiment la communauté franco-ontarienne qui m'a pris sous son aile. Et c'est là que j'ai constaté que le français
En Ontario, c'est une question de communauté, soit avec le conseil scolaire, en animation culturelle, avec mon animatrice culturelle Marie Paquette, soit bon, à l'école, le conseil, même à la FISFO, c'est vraiment le français, c'est une question de le parler avec des amis, avec des proches, avec des collègues de classe. Et c'est vraiment ce parcours qui m'a apporté à aimer le français comme ça. Excellent. Merci, Pablo. Par la suite, on a Annie Desjardins. Est-ce que tu pourrais nous présenter t'es qui, puis aussi un peu ton parcours, où est-ce que tu es passé à l'élémentaire, secondaire, puis où est-ce que tu es maintenant? Oui, je m'appelle Annie Desjardins. Moi, je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis une Acadienne. Écoutez, j'ai fait mon bac en communication. Puis là, je suis déménagée à Ottawa tout récemment où j'étudie les médias en milieu minoritaire. Comment les journalistes gèrent ou traitent les enjeux en milieu minoritaire. Il y a un certain sentiment de proximité qui se crée. Bref, je commence juste à... Alors, je suis pas encore experte. Ouais, moi aussi, j'adore nos cours de communication. C'est vraiment... c'est tellement... Ben, je veux dire, c'est tellement relevant en ce moment, mais je vais faire quand même de parler de ça en ce moment. Est-ce qu'on peut sauter dans le sujet? Je vais laisser la place à Pablo et Annie de parler. Pour ceux qui nous écoutent, on pose la question, devrions-nous nous soucier de la qualité de la langue parlée en contexte minoritaire? Pablo, est-ce que tu aimerais nous partir un point de référence de réflexion? C'est sûr, c'est très Pablo de moi là, mais je ne vais pas vous donner une réponse directe là, parce que qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? De qualité. Je suis sûr qu'il y a certains des intervenants avant moi qui ont posé la question là, mais qui décide cette qualité? Est-ce que c'est l'Académie française à Paris? Est-ce que c'est quelqu'un dans la ville de Québec ou à Montréal? La langue n'a pas été donnée aux êtres humains sur une tablette de pierre. C'est un produit d'utilisation humaine comme ça, c'est dynamique. Dans le contexte ontarien, je peux parler, mais dans un contexte minoritaire en général, on ne peut pas disons là, on ne peut pas se permettre d'exclure des jeunes de la communauté francophone à cause d'un niveau de langue qu'on perçoit qui est insuffisant là, parce qu'on est déjà dans une situation difficile, et si on contribue à ce sentiment de la sécurité linguistique chez la jeunesse qui déjà font face à plusieurs barrières, plusieurs défis face à l'utilisation du français, on ne cède pas comme communauté. Et bien sûr, il y a plein d'autres raisons pratiques que je pourrais discuter plus tard, mais fondamentalement, on ne peut pas se permettre. Et en plus, ce n'est pas juste. Excellent. Merci, Pablo. C'est entièrement vrai. Annie, est-ce que tu peux nous partir ça de ton côté, de ta perspective? Ouais, je suis vraiment d'accord avec Pablo. Persécuter la langue avec des commentaires un peu condescendants, ça fait que l'effet contraire. En fait, moi, si on dit que je parle mal le français, écoute, ben, je vais internaliser ce fait-là, puis ça va avoir des effets sur le fait que après ça, je n'aurai plus le goût de parler français, je vais me réfugier dans la langue majoritaire anglaise. Donc, c'est important de valoriser les diversités linguistiques, puis ça, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Écoute, j'ai vécu en Belgique, puis je disais, hey, il nage. Là, le Belge me dit, qui nage? Là, nage. J'ai pas compris. Pas ici. Non, puis en tout cas, donc, c'est juste pour. C'est tellement riche, cette diversité linguistique-là, puis il faut continuer à la valoriser tous les jours, quotidiennement, en Acadie, en Ontario, en Alberta, en Belgique même. On a vu déjà deux parcours différents. Est-ce qu'on peut voir comment est-ce que peut-être vous avez été accroché par la langue? Est-ce que c'est par la culture, par la famille? D'où que ça vient pour vous de vouloir parler en français? Parce que je trouve que quand on est au secondaire ou on est en évolution scolaire, on n'a pas assez de temps pour réfléchir, pour que personnellement, on veut parler en français. C'est tout le temps imposé ou dit ou c'est d'héritage. Peut-être pour vous autres, c'est pourquoi est-ce que vous voulez, vous autres, parler en français? De mon côté, là, c'est vraiment un testament à combien c'est une question de communauté. Parce que moi, chez moi, on parle l'espagnol. Alors, autre que grandir à Montréal et ensuite laisser Montréal, il n'y a vraiment aucune raison pour moi de parler français, autre que bien sûr
le petit détail que c'est la communauté qui m'a accueilli, qui parle français, c'est mes amis de l'école, c'est mes amis de la FESO. Alors, une activité extracurriculaire au niveau du conseil, c'était quelque chose de communautaire, c'était quelque chose de fondamentalement social qui m'a amené à la langue. Et bien sûr, ça m'a permis de découvrir tout un autre monde de littérature française, de films en français, de la musique, d'artistes francophones vraiment fantastiques d'ici et d'ailleurs. Je suis vraiment choyé là. Je suis vraiment choyé. Et maintenant, malheureusement, je suis à une université anglophone et tous mes amis, ils me regardent avec tant d'envie là, de vouloir parler français, de vouloir pouvoir jouir des mêmes choses et je me sens vraiment privilégié, vraiment privilégié. Excellent. Merci, Pablo. De ton côté, Annie? Pour ma part, en Acadie, puis je suis consciente que les réalités linguistiques sont pas pareilles à travers le Canada. Mais en Acadie, tu sais, le chiac puis nos dialectes, parce qu'il y en a plus qu'un, ils font partie, sont intrinsèques à notre culture acadienne. Puis on est fiers de ça. Comme on cross les streets, puis en Nouvelle-Écosse, on traverse le chemin. Puis c'est même pas une question. Moi, j'ai tellement grandi entourée de francophones. Il y a une petite communauté francophone, puis c'est à le point que mon anglais est comme médiocre. J'ai un accent français quand je parle anglais. Ça, c'est-tu pas la preuve qu'on n'est pas sur le bord de l'assimilation, là? Crime, j'ai grandi dans une communauté majoritaire anglophone, puis j'ai encore un mot-à-dit d'accent quand je parle anglais. Donc, voilà, ça fait partie de moi, puis je suis pas la seule en Acadie. Puis au Canada, surtout, de vouloir continuer à conserver cette culture et cette langue-là. Ouais, je pense que, peut-être en conclusion, ce soir, on a vu plein d'intervenants qui ont tous été prêts à embarquer dans une idée folle. On n'avait aucune idée de qu'est-ce que ce soir avait l'air. Moi, j'adore parler de vulnérabilité. Je trouve qu'on ne se permet pas d'être vulnérable dans notre langue. On a besoin d'être correct, de se tromper. Et parfois, il y a du monde qui nous corrige et on a honte, on a peur de réessayer, mais il faut continuer de persister là-dedans. Est-ce que pour peut-être une conclusion de votre part, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui vous a permis, vous autres, de vous dire que c'était correct de parler en français, de vous dire que c'était correct votre qualité de français? Pourquoi est-ce que vous autres, vous êtes permis d'être vulnérable dans cette langue-là? Pour moi, c'était mon accent. On décrit que mon accent est un accent transatlantique, un peu comme celui transatlantique en anglais. Je sais, c'est un français. Les Français disent que c'est du Canada, les Canadiens disent que c'est parisien. Je ne comprends pas du tout là. Mais mon accent est un produit d'un parcours très particulier. Et n'importe l'accent, n'importe les mots particuliers que j'utilise et que j'ai appris ici et là, soit de l'Ontario, soit du Québec. Ce qui me permet d'être vulnérable, c'est que tout le monde se comprenait. Tout le monde se comprenait en cercle francophone. Et à la fin de la journée, c'est vraiment ça une langue. C'est une manière de se comprendre, c'est une manière de partager, de jouir des mêmes choses ensemble, d'avoir une identité partagée. Je crois que c'est vraiment à la base. C'est ce que le français représente pour moi. Excellent. Ben, merci d'avoir été là, Pablo. Finalement, Annie, en conclusion, pourquoi est-ce que toi, tu t'es permis d'avoir ce niveau de français? Pourquoi tu te permets de parler de français? Comme Pablo l'a si bien dit, c'est une question de compréhension. Puis moi, laissez-moi utiliser mes expressions dans mon accent. Puis ultimement, c'est ça qui va me faire aimer ou comme cultiver mon amour pour la langue française. Donc, il faut arrêter de carer ce que le monde pense about. C'est une excellente conclusion. Merci à tout le monde d'avoir participé. Suzanne Rebiard, Félix Desmond Trudel, là, ça se peut que je me sacre des noms. Dylan Horn, Isabelle Clich, Pablo Sandoval et Annie Sandoval. Bravo à tout le monde d'avoir parlé. Là, vous ne voyez pas avec le live, mais moi, j'ai un Skype où est-ce que je vois tous les visages. Et vous êtes beaux, des francophones de partout au Canada, d'avoir parlé ensemble entre provinces. C'était le premier épisode de À votre tour. On veut entendre les francophones parler et on veut le faire autour d'une question, avoir plusieurs segments. Merci à tout le monde d'avoir été là. Là, si vous voulez partager ça en grand nombre, on veut poursuivre l'initiative, avoir des lives plusieurs fois par semaine. On va voir à quelle fréquence qu'on peut le faire. C'était la grande première de l'émission.
Ça va clôturer là-dessus. Moi, mon mot de conclusion, j'essaye de donner la parole et pas trop parler, mais je me permets de dire que la qualité de la langue, moi, je veux l'entendre parler à travers de cette vulnérabilité. Il faut se rendre vulnérable. Les jeunes, il faut qu'ils soient corrects de se tromper et d'apprendre des nouveaux mots. Les adultes, si vous êtes capable de résister à l'urge de corriger quelqu'un quand ils ont une faute, puis si vous l'entendez plusieurs fois dans un paragraphe, ben, quand que vous autres prenez la parole, ben, vous pouvez utiliser le bon mot, puis le jeune, il va accrocher. Les personnes qui font des fautes, ils vont l'entendre, puis par la suite, il va évoluer dans leur langue. Essayez de leur permettre d'être vulnérables. Quand vous voyez qu'ils se lancent dans une phrase, que ce soit un anglophone, un francophile, un franco-ontarien, un fransaskois, un québécois, n'importe quel francophone qui se lance, laissez-leur l'opportunité, puis ça va leur donner des histoires de succès pour qu'ils baser puis évoluer dans leur français. Je pense que c'est dans la vulnérabilité qu'il faut avancer. Puis c'est ma conclusion pour ce soir. Merci d'avoir été à la première épisode de À votre tour. On se revoit à une prochaine soirée. Ciao! Bye bye!